Nous voici de retour pour la suite de ce cours consacré à la logique et à la rhétorique. On arrive à la fin du cours et notamment de développer toute cette nomenclature de la rhétorique classique, grecque et romaine. On en est encore à la rhétorique grecque, mais on va tout de suite, très vite passer à la rhétorique romaine. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'après les fondements posés par Aristote, à l'époque hellénistique, on va développer trois aspects de la rhétorique, le style, l'argumentation et la prononciation. Donc, le style, on en a parlé, donc avec les formes du discours, les qualités, les niveaux, etc. Voilà, on a regardé les figures de style. Donc, après avoir discuté de ces développements autour du style à l'époque hellénistique, on va parler maintenant de l'argumentation et de la prononciation. Donc, maintenant, on est au niveau de l'argumentation. Alors, les Grecs vont beaucoup développer l'argumentation dans un cadre judiciaire. On dit que c'est le lieu de naissance de la rhétorique grecque, et pour eux, c'est donc le lieu par excellence. Il s'agit donc de plaider une affaire dans un sens ou dans l'autre, la défense ou l'accusation, afin de persuader donc de l'innocence ou de la culpabilité, selon qui m'a embauché. Donc tout va dépendre du rapport évidemment entre l'accusé et les faits reprochés. Et dans cette argumentation, ce qui est intéressant, c'est que, alors nous on n'est pas là pour vous apprendre à plaider en justice, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la façon méthodique dont les rhéteurs grecs se sont dit quels sont les éléments à voir étape par étape d'une certaine manière. Donc c'est-à-dire que dans le cadre de l'argumentation, d'abord, la première question qu'il va falloir se poser, c'est celle de la réalité du fait qui est reproché. Mon client est accusé d'avoir tué telle personne, mais est-ce que cette personne a vraiment été tuée? Est-ce qu'elle est morte? Voilà. Donc déjà, est-ce que le fait a bien eu lieu? Avant de savoir si c'est mon client qui l'a tué ou pas. Mais déjà ça. On accuse d'eux, on accuse des faits, mais est-ce que les faits se sont réellement produits? C'est déjà la première, avant de s'emballer et de savoir, déjà, est-ce que les faits ont vraiment eu lieu? Et il va falloir établir la réalité des faits, avec en principe la présomption d'innocence, ou même de, là en l'occurrence, c'est même pas la question de l'innocence, mais c'est de dire est-ce que les faits ont vraiment été faits. Après, qui les a faits, c'est encore autre chose. Bon, donc donc les rhéteurs disent première étape, discuter de la réalité du fait. Il y a peut-être une incertitude sur la réalité. En fait, on dit qu'il y a eu détournement d'argent, mais en fait non, regardez, l'argent n'a pas bougé, il est toujours là. Il n'y a pas eu de détournement d'argent. Ah bon, d'accord, ok. Euh, on dit que, je sais pas, mon client qui est un footballeur très connu a pris de la drogue. Mais en fait, il y a une erreur, l'échantillon d'urine qui a été testé, c'est quelqu'un d'autre, hein, il y a une erreur sur l'étiquette, etc. Donc en fait, non. Voilà. Vous voyez, donc voilà, déjà, revenir là-dessus. Deuxièmement, si le fait est établi, il va falloir discuter de sa qualification juridique, sa définition juridique. Oui, d'accord, tel fait a bien eu lieu, mais est-ce que juridiquement, est-ce que c'est répréhensible juridiquement? Est-ce que c'est interdit ou pas de faire ça? Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire ça? Voilà. Donc oui, le fait est établi. Mon client ne conteste pas avoir fait ceci ou fait cela, mais est-ce que c'est juridiquement problématique ou pas? Est-ce qu'il y a un problème ou pas? Voilà. Euh, donc il y a des faits qui ne sont pas contestés. On dit voilà, il n'est pas contesté que, mais c'est pas pour autant que on est coupable de quoi que ce soit. Ensuite, troisième étape, si on a réussi à définir juridiquement en disant si, regardez tel article de loi, dit bien là ce que vous avez fait, ça rentre dans le cadre de tel truc. Dans le code du commerce dit que à tel moment vous devez payer tant, vous devez faire tout, vous n'avez pas fait telle déclaration. Donc si, c'est bien prévu par la loi. Bon, ok, très bien. Ensuite, à ce moment-là, il va falloir le qualifier, discuter des circonstances, des responsabilités. Oui, d'accord, ok, tel fait a bien été commis. Et oui, c'est bien mon client qui l'a commis. Et oui, ce fait est effectivement répréhensible par la loi, mais je vais estimer que les circonstances font que, les responsabilités font que, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc, oui, euh, ma cliente a bien violé la loi, elle a effectivement fait ça, mais il faut quand même la comprendre, elle avait des bonnes raisons de le faire. Voilà. Donc ça, c'est ce que les avocats disent régulièrement. Quatrièmement, se pose également la question de la compétence de la Cour. Ah, monsieur le juge, je suis là devant vous, mais ça n'est pas devant vous que je devrais être. À vrai dire, cette affaire n'est pas de votre juridiction, elle n'est pas de votre compétence. En fait,
cette affaire concerne un autre tribunal. Il devrait être jugé non pas à Strasbourg, mais à Paris, à Lyon, parce que c'est le tribunal de Lyon qui est compétent pour juger cette affaire. Ou bien, euh, euh, on n'est pas à la bonne échelle. Mais là, c'est la cour d'appel qui devrait faire ça, parce que là, on a déjà une décision de première instance, etc., etc. Donc, à partir du moment où il y a déjà une décision de première instance, on ne peut pas ressaisir, etc., etc. Bon, voilà. Donc, qui est compétent? Quelle instance? Ou bien, est-ce que ça relève du tribunal administratif ou du tribunal judiciaire, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est des questions qui se posent encore aujourd'hui. Ensuite, la question des textes de loi applicables, notamment d'un conflit entre deux lois, ou d'une ambiguïté sur la loi, ou d'absence de loi spécifique. Ce cas-là n'est pas prévu spécifiquement par une loi, mais il y a une autre loi qui évoque un cas à peu près similaire, ou une jurisprudence qui évoque un cas similaire. On dit oui, dans telle affaire qui est quand même similaire en tout point, il a été jugé que. Donc, on va juger de la même manière ici. Voilà. Donc, tout ça, on va pouvoir jouer là-dessus pour aller dans un sens ou aller dans un autre. Donc, tout ce deuxième point, je ne vais pas m'étaler plus que ça là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de de ce qu'on fait nous ici à la fac de théologie. Mais d'abord, c'est bien que vous sachiez que tout ça, ça existe et que toutes ces étapes-là, on se les pose. Et que, à vrai dire, cette, cette argumentation et notamment l'idée de prendre étape par étape s'applique dans tous les domaines du savoir. C'est-à-dire, vous voulez, dans un domaine scientifique, vous allez dire, vous allez vouloir euh, persuader, je préférerais convaincre, disons, vos lecteurs ou vos auditeurs d'un truc, et vous allez partir de faits. Voilà. Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est Pâques, etc. Et donc. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment ressuscité d'entre les morts? Voilà. Donc, voilà, la réalité du fait. La Bible dit que. Oui, mais est-ce que la Bible dit vraiment ça? Vous prêchez, etc., etc. Donc voilà. Donc, c'est intéressant de dire, déjà, on va commencer, voilà, on va lire tel texte ensemble. Est-ce que c'est vraiment ce que dit ce texte? Voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Bon, maintenant, si c'est ça, oui, parce qu'il y a des manuscrits qui disent autre chose. Bon, mince, voilà. Donc, vous voyez, donc tout ça, l'idée d'aller étape par étape, en partant, on va dire, du plus simple, du plus factuel, du plus évident, et puis en allant progressivement vers ce qui va être le plus compliqué, voilà, vers des choses, oui, alors en fait, là, on n'a rien à se mettre sous la dent, mais ça me fait penser à autre chose. Et donc, si ceci, cela, on peut donc en déduire que, etc., etc. Vous savez, toujours les gens qui se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut fumer ou pas? Voilà, c'est des grandes questions. Mais non, on ne peut pas fumer. Pourtant, c'est marqué où dans la Bible que la cigarette est interdite? Oui, mais la Bible, elle interdit que, etc. Et les tatouages, mais la Bible, il ne faut pas faire les tatouages, mais est-ce que c'est des tatouages, etc. Voilà. Donc ça, c'est des discussions, voilà, euh, favorites d'un certain nombre de... Bref. Donc, à chaque fois, l'idée, c'est, là, on rentre dans des choses beaucoup plus spéculatives parce qu'il va falloir aller faire intervenir d'autres idées pour dire, moi, je pense que. Bon. Donc, à mon avis, ce que vous pouvez retenir dans ce développement d'argumentation, c'est donc de partir et surtout d'avoir cette honnêteté, ou malhonnêteté dans un cadre judiciaire, j'en sais rien, mais en tout cas d'être capable de remettre en question des choses qui pourraient être considérées comme acquises. Et ça, si vous le faites, même de façon vraiment honnête, et d'envisager. C'est-à-dire, là encore, même si vous avez une carrière de chercheur et vous avez une publication scientifique, si vous avez l'idée que vous voulez amener les gens d'un point A à un point B, vous pouvez aussi envisager d'autres hypothèses. Vous, votre idée, c'est ça. Moi, mon idée, je veux les persuader que ça. Voilà. Moi, je sais pas, j'ai écrit un article sur la stèle de Tel Dan, qui est paru là il y a quelques mois, où j'explique que les fragments, en fait, ne doivent pas être collés ensemble et que c'est pas la même personne qui a écrit les deux fragments. Ça, c'est mon idée. Je veux les convaincre de ça. Mais pour les convaincre de ça, je peux aussi m'astreindre à reprendre les choses à la base. Bon, déjà, est-ce que les fragments, on nous dit qu'ils se joignent, ils s'emboîtent les fragments, vous voyez, comme les pièces d'un puzzle. Déjà, est-ce que c'est le cas? Vous voyez, est-ce qu'ils non, ils s'emboîtent pas. En fait. On nous dit qu'ils ont été trouvés au même endroit, ces fragments sur site archéologique. Mais est-ce qu'ils ont vraiment été trouvés? Non, en fait, pas tout à fait. Et donc, revenir, reprendre tous les faits. Et donc, comme je dis, c'est l'incertitude de la réalité du fait. C'est-à-dire, attendez, moi je vais revenir là-dessus. Et donc, vous prenez les gens par la main, et vous faites cette démonstration, cette argumentation comme ça, et vous déconstruisez un petit peu peut-être ce que les gens croient savoir. Moi, j'ai dû faire ça. Ça fait 30 ans qu'on a découvert la stèle de Tel Dan. Le colloque auquel je suis intervenu, on distribuait les petits sacs, vous savez, les tote bags, là, vous savez, les trucs. Et sur le sac, il y avait la représentation de la stèle de Tel Dan avec l'emboîtement que tout le monde connaît depuis 30 ans, que moi j'ai appris quand j'étais étudiant. Et moi j'arrive dans ce colloque international et je leur dis, en fait non, ça c'est mauvais, vous pouvez jeter vos sacs à la poubelle. C'est difficile de lutter contre ça. Donc je suis obligé d'y aller étape par étape, point par point, en reprenant les choses les plus factuelles. Je suis obligé aussi
d'envisager d'autres hypothèses. Très bien, admettons que. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais alors ça c'est problématique, et ça c'est problématique. Et donc, vous voyez bien que ça marche pas. Et donc, on prend les gens et on va comme ça développer l'argumentation pour dire ça, c'est, comment on dit ça, d'Éden, une voie sans issue, un cul-de-sac. Voilà. Et là, vous voyez, si vous vous engagez dans cette voie, ça marche pas. Et donc, moi, je fais ça. Dans, dans mon article, je vous dis même, j'ai même étoffé l'article parce que je l'ai fait relire à des collègues avant publication qui m'ont dit oui, non, mais t'as pas envisagé telle hypothèse. J'ai dit si, en fait, j'en avais parlé à l'oral au colloque, mais je me suis dit, je ne vais pas embarrasser le lecteur de faire un article trop long, je l'ai viré. Du coup, je l'ai mis dans mon article en disant, voilà, on pourrait objecter que, mais voilà, moi j'ai testé, très bien. Moi j'ai testé, admettons, très bien, on bouge. Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voyez, ça. Voilà, j'ai tout testé. Et donc, ça, cette argumentation-là, elle est de nature à persuader vos lecteurs ou vos auditeurs en disant, voilà, il a vraiment pensé à tout, il a anticipé toutes les objections qu'on pourrait avoir, il a fait l'effort de tester d'autres hypothèses, etc. Tout ça, ça va conforter votre argumentation. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça qu'il faut retenir, disons, dans cet aspect de développement de l'argumentation. Chez les rhéteurs grecs, ils ont quand même dans l'idée que dans votre argumentation, là, ils s'intéressent à un cadre judiciaire, mais c'est vrai ailleurs, partir des faits les plus simples pour déjà les discuter et ensuite aller vers quelque chose qui est plus abstrait, plus compliqué, et de se retrouver dans un discuter d'ambiguïté, d'interprétation, de transfert, etc., ou d'analogie. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et puis enfin, le troisième aspect sur lequel euh, les rhéteurs grecs travaillent, c'est la prononciation. Alors évidemment, à l'époque, la rhétorique n'existe qu'à l'oral. Aujourd'hui, évidemment, vous êtes amené aussi à la fac, aussi bien vous exprimer à l'écrit qu'à l'oral. À l'époque, c'est exclusivement à l'oral. Euh, et donc, la question de la prononciation est très importante. On pourrait dire que l'équivalent à l'écrit, c'est quelque chose, la disposition sur voilà, l'interligne, le machin, les couleurs, la police d'écriture, etc. Et ce que je veux dire, c'est des trucs qui sont autour, une fois que votre texte est prêt, c'est à quoi il ressemble visuellement. Bon. À l'oral, c'est votre texte est prêt, comment vous allez le prononcer. Un même texte peut être lu différemment. Je ne sais pas si vous avez fait du théâtre ou n'importe quoi, vous prenez n'importe quelle pièce de Molière, n'importe quoi, vous vous dites, voilà, moi je vais vous lire telle tirade, ensuite quelqu'un d'autre va vous la lire, il la lira différemment. Et vous pouvez la lire de plusieurs façons différentes. Donc même une fois que vous avez fait tout ce travail, donc du choix des mots, de l'organisation des mots, des figures de style, vous avez tout organisé, la structure, depuis l'exorde jusqu'à la péroraison, etc., etc., ok, votre texte est prêt, votre prédication est prête si vous prêchez. Ensuite, comment vous faites pour la prononciation? Et donc, les rhéteurs grecs vont travailler là-dessus. Il y a des, par exemple, donc, on va parler évidemment sur la diction déjà, articuler, l'articulation, la prononciation, comme ça. Parce que si je parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Bon, ou si je parle comme ça, ils vont marcher non plus. Bon, on se dit, ah oui, là, ton texte, il est super, mais on ne comprend pas ce que tu dis, quoi. Ça, c'est foutu. Bon. Donc, on comprend que là, il y a vraiment un effort à faire à ce niveau-là. Et c'est très drôle parce que euh, il y a l'idée aussi, alors, à l'époque, il est exclu totalement de lire un texte. Alors, aujourd'hui, machin, non, non, non. Donc, il fallait mémoriser. Donc vous avez une plaidoirie, il faut mémoriser. Alors c'est très drôle parce qu'il y avait des moyens mnémotechniques qui sont décrits dans des manuels de rhétorique grecque, vous les trouverez donc dans le livre de Pernod, où on explique, parce qu'il va falloir mémoriser, imagine une plaidoirie, il faut se rappeler des lieux, des dates, les faits, les témoins. Madame Machin était là, et elle dit bien que, et monsieur Machin, etc., etc. Et donc tout dans la tête, voilà, quand vous avez une grosse affaire, etc., avoir tout en tête. Donc il y avait des moyens mnémotechniques pour arriver à apprendre par cœur. Et les gens travaillaient énormément sur l'apprentissage par cœur, pour que j'ai tout en tête et que j'ai pas besoin de, attendez, excusez-moi, je cherche mes feuilles. Il y a eu beaucoup de plaisanteries ces derniers mois sur le Premier ministre actuel qui a tendance un peu, voilà, en disant, là, d'un point de vue rhétorique, ça marche pas. Bon. Donc tout mémoriser, bien prononcer, l'articulation, et parfois forcer l'articulation. Là encore, dans la rhétorique grecque, on a des sources, des anecdotes qui nous donnent le type d'exercice qu'on faisait faire aux élèves à l'époque. Par exemple, d'articuler avec des cailloux dans la bouche. Voilà, donc si tu arrives à bien te faire comprendre avec des cailloux dans la bouche, a fortiori, le jour où tu dois faire ton discours, t'enlèves les cailloux, tout va bien. Donc ça veut dire que, vous voyez, même dans ce niveau de détail,
on avait conscience de l'importance de tous ces aspects-là, donc de la prononciation. Les tons de la voix, évidemment, donc, dire voilà, si je parle doucement, si je parle très fort, hein, mais également les mouvements du corps. Vraiment, il y a, je vais bouger les bras, je mets comment à ce moment-là, je fais quoi de mes bras, tout ça. Donc tout ça, c'est très important. L'expression du visage, les sourcils, les machins, regardez les yeux, comme ça, grand sourire, ou au contraire, bon, pas drôle. Voilà. Donc tout ça, faire ce travail-là sur les expressions du visage, la façon de communiquer les émotions, la gestuelle, les déplacements. Est-ce que je reste statique? Est-ce que je bouge, etc. Tout ça a un impact. Et donc, on a travaillé là-dessus pendant des siècles pour perfectionner ces techniques-là en prenant des élèves et en leur faisant faire des exercices. Et idéalement, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors là, on n'a pas le temps, évidemment, vous imaginez bien que c'est pas ça. Mais vraiment, moi, c'est ce que je vous encourage à faire, y compris si vous vous formez, je ne sais pas, pour être pasteur, ce qui est le cas de beaucoup d'étudiants en théologie ici, faites ça. Alors évidemment, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Vous pouvez déjà aller faire du théâtre ou de l'improvisation, c'est toujours bon pour ça. Des mimes. Moi, quand j'étais gamin, j'avais des clubs de théâtre, de mime, etc., etc. Donc je me souviens avoir appris tout ça bien avant de vouloir faire carrière comme théologien. Mais disons que le fait d'avoir fait de la scène, des matchs d'improvisation, j'ai d'excellents souvenirs ici où on allait avec des étudiants faire des matchs d'improvisation. On a même fait des matchs d'improvisation, on a même tourné dans l'Ola du Palais U des scènes d'improvisation magistrale. On les faisait au JID, enfin aux journées interdisciplinaires, je ne sais pas si ça existe encore, etc. Voilà. Et voilà. Donc, comment dire, tout ça, c'était vraiment, c'était super. Et on a eu quelques étudiants en plus qui étaient des professionnels, des comédiens professionnels de théâtre, de machin, ou qui organisaient. Enfin, donc c'était vraiment génial. Euh, un protestant en fête, tout ça, etc. Pareil, moi je me souviens à Bercy, à Paris, d'avoir fait des matchs d'improvisation. C'était vraiment, donc tout ça c'est très bien. À la fois c'est très ludique, on s'amuse beaucoup, mais il faut bien vous dire que ça s'en ressent derrière si vous êtes en situation de prêcher, de parler, etc., etc. C'est très très important de travailler tout ça. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et bien sûr, avoir des retours, c'est très bien. Si vous, moi, je me souviens au début quand je commençais à prêcher, je demandais à ma femme à l'époque, qu'est-ce qu'on a pensé, bah, écoutez, j'enregistrais même la prédication, je me réécoutais derrière en disant, waouh, non, ça va pas du tout, ça va. Donc, parce qu'on a des surprises quand on entend sa propre voix, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. C'est vraiment quelque chose de très important, soit tout seul, soit avec d'autres personnes, c'est plus amusant, qui peuvent, avec des retours les uns les autres. Ok? Bon, alors, euh, ça, c'est donc l'apport de la rhétorique grecque. Ensuite, je me dépêche un peu parce qu'on arrive bientôt à la fin de. Oh, quoique, on a jusqu'à midi et demi, donc ça va. Je me presse, mais en fait, on arrive déjà. Alors, ensuite, on arrive à la rhétorique à l'époque romaine. Euh, il faut quand même dire deux mots des Romains et de l'articulation entre le monde grec et le monde romain. Ça va vous servir pour tout le reste, même quand vous étudiez la Bible, vous avez besoin de savoir ça. Euh, les Romains ont énormément hérité des Grecs sur le plan culturel bien longtemps avant l'époque romaine. Au niveau de l'écriture, regardez les Étrusques, etc. Voilà, donc les Grecs, les Étrusques, les Romains. On le voit également au niveau de la religion. Les Romains, le panthéon romain est plus ou moins calqué sur le panthéon grec. On change les noms, mais voilà, on a beaucoup de représentations de. Voilà. La culture grecque, on la retrouve chez les Romains. Ils sont fans, on va dire, les Romains sont fans des Grecs. C'est un peu, voilà, ils aimeraient être grecs. La culture grecque, le théâtre, l'architecture, etc. Les Romains, il n'y a pas beaucoup d'innovation à l'époque romaine. Quand je parle d'innovation, je dis de développement complètement nouveau. Évidemment, vous regardez le Colisée, c'est super impressionnant. Mais si vous regardez les ordres des chapiteaux sur le Colisée, bah, vous retrouvez les ordres de, voilà, c'est la règle de l'architecture grecque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les Romains vont bah, c'est un bon exemple d'ailleurs, le Colisée, où en face, vous avez les temples jumeaux de Vénus et Rome, etc. En fait, vous allez avoir des choses absolument extraordinaires à l'époque romaine. C'est vraiment l'apogée de l'architecture, bah, Trajan, etc. Enfin, voilà, bon, vous avez des choses magnifiques. Il y a des innovations quand même, les termes, on les développe, mais
Les termes, c'est pas une innovation, c'est pas les Romains qui ont dit tiens, on va inventer un truc qui s'appelle les termes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils vont perfectionner, ils vont dire ah mais en fait les termes, en fait on peut chauffer l'eau avec système d'hypogée, etc., d'hypocauste, pardon. Donc voilà, donc les Romains vont réfléchir, développer des techniques pour perfectionner l'idée. Mais l'idée de se dire tiens, on va se retrouver et on va pouvoir se prendre des bains et faire de la gym, etc. Ça, c'était déjà chez les Grecs. Donc ils prennent les idées grecques et ils vont les perfectionner. C'est ça que font les Romains. Et donc ça va être pareil pour la rhétorique. Les Romains ne vont pas inventer une rhétorique. Ils sont même fascinés par la rhétorique grecque. Ils sont d'autant plus fascinés que, justement, qui dit rhétorique dit aisance à l'expression, et notamment susciter les émotions, etc. Alors que la mentalité romaine, c'est pas ça. Si vous pensez à la façon dont Rome va conquérir l'Italie, les conquêtes militaires romaines, etc. Rome, c'est pas grand au départ. Il y a d'autres populations. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire romaine, mais voilà, il faut regarder ce qui se passe au 4e, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et jusqu'au 1er siècle, avant, dans la création de l'Empire romain. Donc ça prend du temps pour que les Romains, petit à petit. Et donc, au départ, le peuple romain, ils ne sont pas très nombreux. Et effectivement, ce ne sont pas, comment dire, des grands intellectuels. Ce sont pas des, c'est pas comme, voilà, regardez, on parlait d'Aristote, Socrate, Platon, vous pensez tout ça, il y a pas de tout ça à Rome, ils n'ont pas tout ça. Euh, Ils ont des traditions, il y a la République romaine, ils ont quand même beaucoup travaillé là-dessus, ils ont des mythes, etc. Donc ils ont un fonctionnement, le Sénat, tout ça, voilà. Donc mais justement, si on regarde les institutions romaines et la façon, les Romains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'administration. Ils font du militaire. Voilà. Donc ça, ils sont bons pour ça. Les Romains, l'organisation militaire, c'est des gens très organisés, c'est des gens très carrés, on va dire. Si je devais caricaturer, mais c'est vraiment, vraiment de la caricature, voilà, on pourrait dire les Grecs, c'est des artistes. Les Romains, c'est des administrateurs. Voilà. Donc à un moment donné, on fait de la logistique, il faut bien cadrer les choses. Voilà. Il faut tout organiser. Mais ça s'y retrouve. Et donc, alors c'est des agriculteurs, voilà, c'est de la logistique. On va optimiser l'agriculture, on va optimiser l'armée, on va optimiser l'administration. On va aussi avoir une forme de démocratie comme chez les Grecs, voyez, mais le Sénat romain, les délibérations ne se font pas comme chez les Grecs. Les prises de parole, qui prend la parole en premier, tout est très hiérarchisé à Rome. Et du coup, il y a beaucoup d'arguments d'autorité. Donc quelqu'un qui arrive et qui va déblatérer plein de trucs, on va lui dire, toi tu te tais, tu t'assois, tu parleras quand on te donnera la parole. Donc d'une certaine manière, la rhétorique grecque, elle ne peut pas s'appliquer à Rome de façon directe, sauf pour amuser les gens. Alors les gens vont trouver ça, c'est du divertissement, voilà, c'est comme sa façon de discourir, de machin, mais à un moment donné, c'est pas dans la culture romaine. Les Romains sont connus pour leur concision, pour leur brièveté. D'ailleurs, la langue latine s'y prête bien. Si vous comparez le grec et le latin, euh, euh, la façon dont on forme les mots à partir des racines, la densité, l'absence d'articles, etc., vous avez une autre façon de s'exprimer. Donc une autre rhétorique à la base. Alors pensez à César qui dit Veni, vidi, vici. Veni, vidi, vici, là si vous prononcez au latin, la façon dont les chrétiens prononcent le latin. Bon voilà. Veni, vidi, vici, ou veni, vidi, vici, c'est venu, vu, vaincu. Schnack. 3 mots. En 3 mots, c'est réglé. Vous voyez? Donc ça, c'est les Romains. Ça, c'est les Romains. Je ne vais pas vous faire un discours, je ne vais pas, et là, et donc, non, non, non. 3 mots, bye bye. La puissance, la force des mots. Donc, il y a ce côté pragmatique chez les Romains. Alors, tout ça pour dire maintenant, si on en vient justement à la rhétorique, que la rhétorique à Rome reste longtemps en grec. Donc pour eux, c'est une activité grecque, c'est comme un art, c'est comme un sport, c'est grec. Voilà, c'est du grec. Et donc, à Rome, on fait de la rhétorique, mais en grec, parce qu'on estime que bah non, le latin, c'est pas fait pour ça. Il va falloir attendre le 1er siècle avant Jésus-Christ pour qu'on ait une école de rhétorique en latin. Et qu'on ait un Cicéron qui arrive. D'accord? On parlait de Cicéron tout à l'heure. Donc Cicéron,
c'est voilà, c'est le début finalement de la rhétorique en latin, avec effectivement une adaptation, de réfléchir en disant on ne va pas simplement transposer du grec au latin, parce que nous, les latins, en fait, on ne fonctionne pas de la même manière, et la langue latine n'est pas la même, donc on va quand même reprendre beaucoup de choses, mais on va l'adapter. Donc, la rhétorique romaine, donc en latin, c'est 1er siècle avant Jésus-Christ. Première école, et puis bien sûr Cicéron. Je vais vous donner les dates de Cicéron, 106 à 43 avant Jésus-Christ. Donc lui, voilà, il faut retenir Cicéron. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il a réfléchi à tout ça, évidemment, il a une théorie, et puis on a aussi beaucoup d'exemples de ces discours. Lui, il va dire il y a 3 tâches. Vous voyez, les gens aiment bien faire ça, hein, 3, 4, etc. Bon, 3 tâches de l'orateur. Instruire, plaire, et, attendez, je bouge mon curseur, émouvoir. Instruire, plaire, émouvoir. Je vous mets en latin si vous voulez. Docere, delectare, et il faut encore que je bouge ma fenêtre. Muere. Voilà. Pour lui, donc, il faut avoir ces 3 choses en tête. Et c'est très bien, et il a raison. Alors donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Instruire, c'est prouver la vérité de ce qu'on affirme. Donc ça, c'est le côté logique, le côté rationnel, le côté instruction, le côté factuel. Je vais vous dire quelque chose, et ce que je vous dis, c'est vrai, et là, on est plus dans le côté instruction. D'accord? Ensuite, plaire. Donc, vous voyez, il y avait, si je compare avec Aristote, hein, qui nous disait, vous comprenez, voilà, il y a l'aspect logique, hein, de démonstration, et ensuite, il y a l'aspect irrationnel ou émotion. Vous voyez, ben là, on retrouve un peu la même chose. Plaire, c'est-à-dire se concilier la bienveillance des auditeurs. Donc ça, c'est une deuxième tâche, parce que pour prouver la vérité, c'est ce qu'on veut faire, très bien, on veut instruire, mais pour ça, il faut aussi plaire, c'est-à-dire se concilier bien aux auditeurs. Je parle à quelqu'un, si la personne me déteste, elle va m'écouter. Donc à un moment donné, si les gens se braquent, ça n'ira pas. Je vois que certains d'entre vous aiment porter la cravate. Moi, j'ai un souvenir d'une de mes premières prédications où j'étais invité et je n'avais pas de cravate, et le pasteur me dit, il faut que tu mettes une cravate. Je lui dis pourquoi? Il me dit, ah non, si tu ne mets pas la cravate, les gens vont, bon, déjà que j'avais les cheveux longs, etc. Enfin bref, voilà. Donc, d'emblée, alors j'ai dit, bon, ok, donc j'ai mis une cravate, tant pis, enfin voilà, je ne suis pas amateur de cravate, je peux mettre une cravate, mais c'est pas ce que je mets d'habitude. Mais vous voyez, à un moment donné, on est bien obligé de passer par là, parce que si les gens si vous plaisez pas aux gens, ils vous écouteront pas. Donc il faut plaire. Et puis enfin, émouvoir, donc c'est-à-dire éveiller en eux, dans les auditeurs, toutes les émotions qui sont utiles à la cause. Et là, ça rejoint ce que disait Aristote. Vous pouvez susciter donc l'empathie, la peine, la joie, l'indignation, etc., etc., etc. Voilà. Donc, ces 3 aspects-là sont importants. Donc, les 2 et 3, finalement, seraient regroupés chez Aristote dans cette idée de, voilà, il y a 1, la logique, et 2, le côté émotionnel. Le 2, c'est ça, se concilier bien les audiences. On est déjà un petit peu dans l'émotion. Je vais éveiller des émotions d'abord me concernant, moi, et ensuite concernant mon client. Ouais, voilà. Ensuite, euh, lui, ce qui est surprenant chez Cicéron, c'est qu'il fait correspondre ces 3 tâches aux 3 genres grecs. Vous savez, on avait dit les genres simples, moyens et grands, le style. Autrement dit, il dit pour instruire, vous allez utiliser le style simple. Voilà, je vais vous expliquer les choses. Je ne vais pas m'énerver parce que ce que je vais vous dire, voilà, c'est factuel, c'est machin. Je vous fais une démonstration. Voilà, comme ça, vous allez tout de suite comprendre, etc. Donc là, il dit, il n'y a pas besoin de. Voilà. Ensuite, quand vous devez plaire, c'est le style moyen. Vous utilisez le style moyen. Hop, vous les mettez dans votre poche. Et enfin,
quand vous voulez susciter les émotions, là, vous avez le grand style, là, ou même le style véhément, etc. Vous voyez, quand on disait tout à l'heure. Donc lui, ça c'est intéressant de dire, il va faire l'adéquation entre ces trois tâches différentes et les styles qui vont avec. Pour lui, voilà, c'est comme ça qu'il faut procéder. Quand vous êtes dans du factuel, la démonstration, etc., c'est pas la peine de vous énerver, c'est pas la peine de vous exciter. Ensuite, quand vous voulez plaire, il faut rentrer un petit peu plus là, dans le pathos. Et puis, quand vous voulez émouvoir, vous y allez à fond. Une fois que les gens sont acquis à votre cause, vous pouvez les faire rire, les faire pleurer, etc. Alors Cicéron, vous voyez, quand il est dans l'instruction, la vérité de ce qu'on affirme, le fait de parler de vérité et non pas, on pourrait dire, de persuader les gens. On dit, oh, je peux très bien les persuader un truc dont je sais que c'est faux. Cicéron, lui, se targue aussi d'avoir une morale. Et il est vigilant, tout comme l'était Aristote, à ne pas isoler la rhétorique de la vérité ou d'une réflexion plus globale. Donc pour lui, là encore, il est vigilant à ne pas simplement développer des techniques sans être capable, à un moment donné, de se, comment dire, de, voilà, de s'adonner à la vérité ou à une morale. Et d'ailleurs, on nous raconte, moi je n'y étais pas, mais son emploi du temps, la façon dont il gérait son temps, reflétait ça, puisque on nous dit que le matin, il déclamait, donc voilà, il s'entraînait, il faisait de la rhétorique, oh, ça, là, là, et l'après-midi, il s'adonnait à la philosophie. Donc, rhétorique le matin, philosophie l'après-midi. Et c'était ça ses journées. C'est-à-dire pour garder un équilibre dans sa vie, de dire, moi, si je fais que de la rhétorique, c'est mon métier, c'était son métier, Cicéron, c'est un rhéteur, il déclamait, machin, hein, très bien, mais si tu fais ça toute la journée, voilà, on devient extrêmement performant, c'est une vraie technique. Voilà, vous savez, comme vous savez, des chiens savants là, qui sont sur des ballons, qui arrivent à sauter, à faire des trucs extraordinaires, etc. Donc on est très impressionné par la technique qu'on développe, mais derrière, au niveau du fond, ça peut être creux. Et ça peut être tendancieux, etc., etc. Donc pour lui, il faut faire de la philosophie. Et donc, philosophie au sens noble du terme, c'est-à-dire la recherche de la vérité et la démonstration des choses. C'est ça la philosophie. Donc voilà pour Cicéron, qu'il faut que vous connaissiez. Euh, Ensuite, pour la rhétorique romaine, oui, autre chose, un autre personnage qu'il faut que vous connaissiez, et c'est aussi important pour le Nouveau Testament, c'est Quintilien. J'ai déjà, je l'ai mentionné rapidement, mais je voudrais revenir sur Quintilien. Alors Quintilien, donc lui, on est au siècle suivant. Cicéron, c'est premier avant Jésus-Christ, Quintilien, premier après Jésus-Christ. Les deux sont importants pour que vous puissiez connaître le contexte du Nouveau Testament, évidemment. Alors Quintilien, lui, il a écrit un ouvrage. Alors pourquoi il est resté célèbre? Parce qu'en fait, son manuel de rhétorique a été préservé, il a été copié, recopié, donc on l'a. Alors que Cicéron, on n'a pas tout, enfin, voilà. Donc la plupart des auteurs, malheureusement, n'ont pas grand-chose. Et donc, il a écrit l'Institutio Oratoria, c'est-à-dire l'instruction de l'orateur. Donc je vais instruire, hein, je vais éduquer, hein, l'instruction, l'éducation de l'orateur, mais que on connaît en français comme institution oratoire. L'institution oratoire. Donc, c'est le principal manuel de rhétorique de l'Antiquité. Donc, quand on parle de l'institution de Quintilien, l'institution oratoire, en fait, c'est voilà, l'instruction de l'orateur, l'éducation de l'orateur. C'est un manuel, je vais le prendre. Donc, vous pouvez l'utiliser, c'est très bien, très efficace. Et donc, Quintilien, on n'a pas fait beaucoup mieux depuis. Hein. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu, même à l'époque des Lumières, vous voyez, jusqu'au siècle des Lumières, tout ça, on commentait Quintilien, on se référait à Quintilien. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un personnage extrêmement important. Alors, lui, il a donc deux ensembles. On peut, disons, si on prend son ouvrage en tant que tel, le corps principal de son ouvrage, on voit qu'il va traiter de deux aspects, le fond et la forme. Donc, on va dire deux ensembles, le fond et la forme. Sur le fond, il va discuter des méthodes qui permettent de trouver des idées
et de les ordonner. Donc c'est le contenu lui-même. C'est-à-dire, je dis voilà, qu'est-ce que je vais dire finalement? Comment je vais trouver de ce que je vais le dire et comment je vais le dire? Et puis enfin, sur la forme, là, on va retrouver toutes ces questions liées au style, la réorganisation, la mémorisation et la prononciation. D'accord? On va retrouver tout ça. Donc, comme je disais, sur le fond, euh, donc il a ce qu'il appelle l'invention, c'est-à-dire les méthodes permettant de trouver des idées. Alors là encore, lui, il va parler, il est dans une perspective de rhétorique, mais vous allez voir que la façon dont il propose ça, ces méthodes-là, vous pouvez les utiliser aujourd'hui, vous aussi, quand vous avez besoin de réfléchir à ce que vous allez dire ou écrire. Donc par exemple, il va discuter de ce qu'il appelle les lieux, c'est-à-dire les topoi, dans lesquels il va notamment poser des questions qui vont permettre de réfléchir et d'avancer. Donc, par exemple, sur les circonstances, il va poser des questions. Sur la personne, de qui s'agit-il? Je vais réfléchir, je vais enquêter un peu, je vais me poser des questions. Qui sont les protagonistes? Vous pouvez faire la même chose, même, je sais pas, vous faites l'analyse d'un texte biblique, d'une histoire. Intéressez-vous aux différents personnages de l'histoire. Ah tiens, je sais pas, Jésus et la Samaritaine, qui est Jésus, qui est la Samaritaine, etc., etc. Ensuite, posez-vous la question de l'action. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui fait quoi? On a vu qui, maintenant le quoi. D'accord? Ensuite, le lieu. Où ça se passe? Est-ce que c'est important que ça se passe ici? Jésus et la Samaritaine, c'est le puits. Quelle est la fonction du lieu du puits? D'abord, on est où? On est dans quel endroit? On est en Samarie déjà. Où est la Samarie entre la Judée et la Galilée? Qu'est-ce qui se passe entre les Samaritains, les Judéens, etc. L'annexion de la Samarie par les Asmonéens au IIe siècle avant notre ère, etc. Bon, qui fait que les Samaritains, ça leur restait un peu en travers de la gorge. Donc, tout ça, on va comprendre. Et puis, bien sûr, le puits. Le puits, il est où? Il est dans la ville, il est en dehors. Qui vient au puits? Bon. Le temps. Donc, toute la temporalité. Quand est-ce que ça se passe? À quel moment de l'année? À quel moment de la journée? Jésus et Nicodème, de nuit, ça se passe la nuit. Pourquoi ça se passe la nuit? Etc. Donc ça, si vous vous posez la question, ça va vous permettre de réfléchir, ça va stimuler votre réflexion. La manière, comment? Il va se poser la question de dire, oui, mais comment on s'y prend? Comment les choses se passent? D'accord? Et puis la cause. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pourquoi il répond de cette manière-là? J'ai vu comment Jésus s'y prend pour répondre, mais pourquoi? Donc vous voyez, tout ça, c'est tout un tas de questions que Cointilien va lister en disant, voilà les questions que vous devez vous poser et qui vont vous permettre des idées un petit peu génératives, on va dire, ça va permettre de trouver des idées pour créer votre contenu, pour aboutir au fond. D'accord? Donc c'est là-dessus que Cointilien va travailler. Ensuite, pour ce qui est toujours des lieux, il va aussi proposer des idées en fonction du type euh, de, en fonction du contexte dans lequel vous devez parler. C'est-à-dire, c'est pas pareil si vous êtes au tribunal, si vous êtes au Sénat, si vous avez, etc. Donc, il va donc, alors j'ai pas tout mis, hein, vous regarderez, c'est page 290 et suivante du livre de Pernod, tout ça c'est bien détaillé, mais il va dire en fonction du type de discours que vous allez faire. Donc, par exemple, un type de discours qui était très connu à l'époque romaine et très apprécié, c'était l'éloge. En visite officielle, on doit faire l'éloge. Vous arrivez, vous êtes un ambassadeur, vous êtes nommé à Moscou. Dommage pour vous. Bon, voilà. En ce moment, enfin, dire Moscou, c'est une très belle ville, mais là, disons, en ce moment, je plains l'ambassadeur de France à Moscou. Mais admettons, vous arrivez à Moscou, il faut faire l'éloge de Moscou. Ça fait partie du rituel. Donc, vous arrivez, il faut faire l'éloge de certaines personnes, de certains lieux, etc., etc. Et donc, dans les manuels de rhétorique, on vous dit, si c'est ça le cas, bon, je sais pas, un enterrement, un mariage. Voilà, vous savez, les enterrements de, je sais pas, allez, on va trinquer, quand on a un peu bu. Je vais vous raconter, je suis un ami d'enfance du marié, on est censé faire l'éloge du marié, et on dit non, arrête-toi parce que là, voilà, c'est pas un bon moment. Voilà, bon, voilà. Donc tout ça, c'est ça, faire l'éloge. Bon. Ou bien vous recevez euh, des honneurs, un diplôme, vous êtes dans l'aula du palais universitaire et on vous décerne
le grade de docteur de l'université, etc. Je sais que chaque année, ils aiment bien faire ça maintenant ici. Ah, bon, et bon, bon, tout le monde ne fait pas un discours, mais imaginez qu'en plus de ça, vous avez fait un doctorat absolument exceptionnel, on vous demande de faire un discours. Vous allez bien sûr faire l'éloge de l'université, de ce lieu, du bâtiment, etc., de la faculté, des professeurs que vous avez eus, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est un genre qui est très bien écrit. Et les gens étaient assez fans de ça. Alors, c'est très drôle parce qu'à Rome, les gens le faisaient comme un spectacle. C'est-à-dire pas forcément en vrai. Il faut faire l'éloge de l'empereur devant l'empereur. Évidemment, si je suis convoqué devant l'empereur, je vais bien sûr faire l'éloge de l'empereur. Mais comme c'était un exercice dans toutes les écoles de rhétorique, tout le monde devait faire l'éloge de l'empereur. Et donc, les gens étaient assez friands de ça, l'empereur ou quelqu'un d'autre, et donc on en faisait un spectacle. Et donc les gens venaient écouter, comme si vous alliez assister à une pièce de théâtre ou je ne sais quoi, dire allez, on va aujourd'hui, on s'installe dans les gradins, et on va écouter les élèves de l'école de rhétorique, ou les profs d'ailleurs de l'école de rhétorique, les grands rhéteurs, je vais vous faire l'éloge de l'empereur, de machin, de trucs, et on peut comparer, on peut dire, il a l'éloge de Rome, ou de, je sais pas, voilà. Et donc les gens étaient très friands de ce genre de choses. Donc c'était vraiment, il y avait des concours comme ça de rhétorique. Ça existe encore aujourd'hui, les concours de rhétorique dans les écoles d'avocats notamment, etc. Ça se fait encore. Mais voilà, il y a cette idée-là, et où on pouvait mêler à la fois le travail, c'est-à-dire les gens, l'apprentissage, pour le jour où je suis vraiment en situation de devoir faire l'éloge, etc., etc. Bon, je m'entraîne, et en plus de ça, on peut jouer là-dessus, on peut s'exercer, et c'est un vrai spectacle. Alors effectivement, typiquement, je vous donne un exemple pour vous dire à quel point tout ça, tout est bien détaillé, nomenclaturé, etc. Pour vous dire, voilà, les gens savent très bien tout ça. Si vous faites l'éloge d'une personne, d'accord. Typiquement, moi, je sais pas, à son enterrement ou un truc comme ça. Bon. Et on va vous dire, voilà dans quel ordre. Donc, vous avez des modèles. On vous dit qu'il va falloir commencer par la patrie. Donc la patrie, c'est les ancêtres de manière générale, le peuple. On dirait aujourd'hui la patrie, voilà, de dire, c'était, moi je ne sais pas, du côté de mon père, on vient d'une vallée en Suisse, on va expliquer, voilà, tous ces gens, etc. Donc la patrie de manière générale. Ensuite, la famille. Au sein de cette patrie, voilà, il vient de telle famille. Et on va parler de son père, sa mère. Ils sont certainement très connus, qui ont fait des grandes choses, eux aussi, ses grands-parents, etc. Et d'ailleurs, son grand-père, mon grand-père, prisonnier de guerre en Allemagne, etc. Voilà, voilà, bon, très bien. Ensuite, on ne parle pas de mon père, voilà, qui a présidé pendant beaucoup d'années des associations familiales protestantes, etc. Voilà. Bon. Ensuite, la naissance. On va parler de la naissance même. Et je me souviens, ce jour-là, bon, je n'y étais pas, mais rappelez-vous quand même, etc., etc. Moi, je suis né, la sécheresse cet été-là, etc. Voilà, bon. Il y avait la sécheresse l'été où je suis né. Bon, voilà. Donc, on va parler de la naissance. Ensuite, on va parler de la nature, c'est-à-dire les qualités physiques à la naissance. Regardez déjà, dès sa naissance, regardez les photos, quel beau bébé, il est merveilleux, les petits doigts, les yeux, les oreilles, le machin, etc. etc. Donc, voilà. Et puis après, on va parler de la nourriture, c'est-à-dire la façon dont il a été élevé dans sa petite enfance. Voilà, sa nourrice. Voilà, regardez sa nourrice qui lui a donné le lait, le machin, etc. etc. Ensuite, l'éducation. Très bien, les années suivantes, c'est-à-dire une fois la petite enfance, ses instructeurs, qui l'a éduqué, il a été avec tel maître ou telle école, etc., etc., etc. Ensuite, la manière d'être, c'est-à-dire son caractère dans sa jeunesse. Vous voyez bien, un élève assidu dont tout le monde disait machin, etc., et puis très sportif, etc., etc., et en même temps très doux, très calme, ou très fougueux, etc., j'en sais rien. Bon, ses actions, et ensuite, une fois adulte, par exemple en temps de guerre, ici, rappelez-vous, alors qu'il n'était que soldat ou je sais pas quoi, ou capitaine de je ne sais quoi, regardez les exploits, les machins, mais en temps de guerre, de paix aussi, et d'ailleurs, il a conclu, machin, il a développé, je sais pas, les relations internationales, le commerce, etc., le courage, la justice, voilà, etc. Bref, pour tout ce que vous voulez, vous dites du bien. Et puis bien sûr, la fortune, c'est-à-dire au sens, pas forcément l'argent, mais je veux dire, quand on dit une bonne fortune ou mauvaise fortune, c'est ce qui arrive à la vie qui fait qu'on vit quelque chose d'exceptionnel, si vous voulez. Voilà. Donc tout ça, vous voyez, on va vous expliquer, voilà comment vous devez. Donc il faut vous imaginer ce que c'est que la réalité d'une école de rhétorique et de la formation de rhétorique au premier siècle de notre ère.
Dans les écoles de rhétorique, on faisait ça, c'est-à-dire qu'il y avait des exercices. On mettait les gens au défi. Vous devez, par exemple, dans un cas, si vous êtes en judiciaire, mise en situation. Une femme est retrouvée morte au petit matin avec son enfant, machin, etc. Voilà. Vous devez la défendre ou vous devez l'accuser. Voilà. Ça, c'est un super jeu. J'aimerais bien qu'on ait le temps de faire ce genre de choses. Idéalement, ce serait vraiment intéressant de vous mettre par équipe, etc., etc. Vous devez plaider ça, etc. Mise en situation. Vous avez, hop, tac, préparez-vous, on vous écoute. Donc, il y avait ce qu'on appelle des exercices préparatoires, etc. Donc, tout se faisait. C'était des vraies écoles où on y passait pas juste quelques heures sur une année universitaire, mais vraiment, c'était au quotidien et pendant des années. Donc, imaginez le niveau, le degré de maîtrise que les gens avaient. Et comme par ailleurs, c'était quelque chose de très populaire, il faut bien vous dire que les gens qui assistaient à ce genre de spectacle, donc, y compris des exercices, étaient eux-mêmes parfaitement au courant des jeux. Donc, ils pouvaient déceler, dire, ah tiens, marrant, il a fait ça, tiens, marrant, il a fait ça. C'est comme si vous êtes musicien vous-même, que vous allez à un concert et vous dites, tiens, il a fait un petit accord jazz, à tel moment, il a fait un renversement, tel machin. Vous avez l'oreille exercée parce que vous-même, vous êtes musicien, donc vous appréciez d'autant plus toutes ces finesses. Ou bien, si vous êtes vous-même photographe ou vidéaste, vous allez au cinéma, vous dites, tiens, regarde, l'angle, le plan, le machin, la colorimétrie, le machin, ah, merveilleux. Bon. Euh, Là, par exemple, j'ai écouté récemment, enfin, j'ai regardé le montage presque fini d'un documentaire qu'on a tourné et qui va être diffusé, j'espère, d'ici la fin de l'année. Et j'ai été très agréablement surpris de l'habillage musical de ce documentaire. Parce qu'ils ont vraiment trouvé des musiques qui sont. Moi, je suis musicien, donc ça, en plus, je pense qu'il va être très très sympa ce documentaire. Bref, c'est un double documentaire en plus. Bon, alors, donc, tout ça, c'est pour vous dire la réalité de ce que c'est et le niveau de perfection de la rhétorique dans l'Antiquité au 1er siècle. Alors, tout ça m'amène, pour conclure, parce que je vois que c'est déjà l'heure, on doit se quitter dans 5 minutes, à revenir à ce que je vous disais tout au début. Tout un tas de ces aspects très techniques aujourd'hui sont très bien documentés. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider à mettre en forme, etc., etc. Donc, mais ce qui est important, c'est que vous soyez conscient de l'existence de ces techniques, de l'impact que ces techniques ont sur vous et sur les autres, pour que vous soyez vous-même moins manipulable, que vous soyez à même de décrypter les éléments rhétoriques quand vous écoutez quelqu'un ou vous lisez quelqu'un, que vous soyez vous-même conscient de l'impact que vous pouvez avoir, et là c'est en votre âme et conscience, et de savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Et je termine avec un passage que je vous ai lu au début du semestre, dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 1 à 5. Donc c'est Paul qui parle. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frères, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu. Car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Aussi ai-je été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors maintenant, vous comprenez mieux ce que Paul dit dans ce passage. Paul lui-même a connu toute cette éducation. Il a été formé à ça. On lui a expliqué, tu fais ça, tu suscites telles émotions, tu machin, la réflexion sur la vérité existe-t-elle ou pas, la persuasion, peito. Il utilise l'adjectif, peitos. Le verset 4, vous voyez, il dit kai hologosmu, kai hokerubamu, uk en peitois, Sophia, etc. Donc, vous voyez, donc, il utilise l'adjectif peitos persuasif, donc de peito la persuasion. Donc, Paul, ce qu'il dit ici concrètement, c'est moi je sais faire tout ça. Moi, le Cicéron, je connais, Quintilien, je connais, etc. Bon, Quintilien, peut-être pas parce qu'il y a un problème de génération, mais pareil, Quintilien, il n'a pas non plus inventé tout ça. Quintilien, on a son manuel, mais Quintilien, il fait une synthèse de ce qui existait. Donc, grosso modo, ce que vous lisez chez Cicéron, chez Quintilien, on peut supposer que Paul, tout ça, il connaît tout ça. Et d'ailleurs, on le voit, enfin voilà, on voit comment Paul décide ou non d'utiliser justement certains. Enfin voilà, il connaît tout ça très bien. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà, moi j'ai choisi
J'ai choisi notamment de ne pas utiliser ces discours persuasifs de la sagesse. Alors la sagesse, évidemment, quand on parle de la sagesse, on dit, ah mais quand même, la sagesse c'est bien, c'est important. Mais là encore, souvenez-vous de ce qu'on parle des sophistes. Et d'ailleurs, à l'époque romaine, il y a eu une nouvelle vague de sophistes, etc. Donc, la seconde sophistique, etc. Donc c'était un débat à l'époque. Quand on parle de Sophia, la sagesse, évidemment, ça peut être quelque chose de très positif. Mais là, dans ce cas-là, c'est plutôt les gens qui sont des experts de la sagesse, vous voyez, qui vont savoir utiliser tout ça pour manipuler. Il dit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. Autrement dit, moi, je peux vous persuader de tout et de son contraire. Donc, je peux vous amener à croire des choses qui sont fausses. C'est ça le principe de la rhétorique, c'est d'amener des gens à croire quelque chose qu'ils ne croyaient pas avant, ou à penser quelque chose qu'ils ne pensaient pas avant, sans pouvoir coercitif, hein, sans contrainte. Voyez. Donc moi, je peux faire ça. Mais ça n'est pas ça que je veux. Mais je veux que votre foi ne soit pas... Parce que sinon, votre foi est fondée sur quoi là-dessus? C'est-à-dire qu'un beau parleur, il y a quelqu'un d'autre derrière qui va vous persuader d'autre chose? Non. Donc lui, sur la puissance de Dieu. Donc il faut que ce soit la démonstration qui soit faite. Autrement dit, qu'on reste sur du factuel. Et il utilise le terme apodeixis ici. Hein. Donc la démonstration, hein, il utilise le terme, voilà, ici la apodeixei, pneumatos, kaidunoeos. Donc, et le mot apodeixis, donc on l'a chez Aristote, hein, c'est la démarche rationnelle visant à porter la preuve par déduction. Donc c'est ça qu'il veut Paul. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, on en a fini. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce cours avec vous ce semestre. Et je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre carrière de théologien, que ce soit une carrière de recherche ou de ministère pastoral ou autre, etc. Et voilà, je vous invite à méditer sur ces paroles, les faire vôtres, manier à la fois l'amour de la vérité, de la morale, une rigueur de raisonnement et une élocution qui vous permettra de susciter l'adhésion pour amener les gens vers un monde meilleur. Voilà, bonne continuation à tous, bon appétit et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Merci beaucoup, monsieur. Ben, le cours, il est tellement